Bonjour à tous, vous allez pouvoir suivre dans un instant un débat sur le climat et l'énergie en Europe, un débat demandé ici au Sénat par le groupe écologiste. Alors vous le savez, la France accueillera la conférence climat en 2015. Objectif, la négociation d'un nouvel accord universel sur le climat d'ici la fin de l'année. Selon Laurent Fabius, le ministre des Affaires étrangères, il est essentiel que cet accord comporte des engagements de réduction des émissions de gaz à effet de serre. Alors par ce débat que vous allez donc pouvoir suivre, le Sénat veut faire valoir ses arguments sur la transition énergétique, comment favoriser la transition vers les énergies renouvelables. C'est la question que vont tenter de se poser les sénateurs. L'ordre du jour appelle le débat sur le climat et l'énergie en Europe à la demande du groupe écologique. La parole est tout d'abord à l'orateur du groupe qui a demandé ce débat, à savoir M. Ronan Dantec pour le groupe écologiste pour une durée de 20 minutes. Vous avez la parole, mon cher collègue. Monsieur le Président, Madame la Ministre, mes chers collègues, je l'ai noté, le débat que nous engageons cet après-midi est, je pense que nous en sommes tous convaincus, d'une importance essentielle. Les réponses que nous apporterons sur les problématiques énergétiques sont au cœur de l'avenir du projet européen et plus largement encore diront notre ambition, notre stratégie et notre capacité collective à participer à une véritable régulation mondiale sur le développement économique et le changement climatique, autrement dit sur la paix mondiale. Pour l'Europe, les enjeux sont parfaitement connus. Tout d'abord, il s'agit d'assurer l'autonomie énergétique du continent, toujours très dépendant des importations d'énergie fossile. L'Union européenne importe 40% de son charbon, 60% de son gaz et 80% de son pétrole. En 2012, la facture énergétique de l'Union européenne était de 428 milliards. En France, la même année, le déficit de la balance énergétique s'établissait ainsi à plus de 68 milliards d'euros, tandis que le déficit de la balance commerciale globale s'élevait, elle, à 67 milliards d'euros. On voit avec ces chiffres que notre déficit de balance commerciale globale est du même ordre de grandeur que le déficit de la balance énergétique. Autrement dit, si nous étions autonomes en énergie, notre balance commerciale serait à l'équilibre. L'économie européenne souffre de cette dépendance énergétique qui a renforcé, ce n'est peut-être pas assez dit, l'évolution d'un capitalisme industriel vers un capitalisme financier dont nous subissons chaque jour le cynisme. Il faut en effet souligner qu'une part très importante des ressources des grands fonds souverains et spéculatifs sont alimentés, en plus de l'épargne des fonds de pension américains, par ces immenses masses financières générées par l'achat par les pays développés des matières premières énergétiques dont elles ont besoin. Cette dépendance aux énergies fossiles n'est évidemment pas non plus sans conséquence sur nos stratégies géopolitiques, tant nous devons ménager les pays exportateurs avec, qui plus est, des différences notables de fournisseurs et donc des intérêts différents entre les pays européens. La crise ukrainienne est là aujourd'hui pour souligner cette dépendance et cette difficulté de stratégie commune. Mais je crois néanmoins qu'un consensus existe aujourd'hui en Europe pour considérer que l'avenir économique du continent passe par la réduction de sa dépendance aux importations d'énergie fossile et qu'il s'agit d'une priorité en termes d'emploi. Il s'agit donc maintenant de traduire cet objectif en une politique européenne de l'énergie cohérente et volontariste et aux conséquences bénéfiques bien au-delà du champ de l'énergie. Le deuxième enjeu est évidemment la réponse à la crise climatique dont l'extrême gravité est plus visible chaque jour. Le dernier rapport du GIEC a insisté sur le fait que nous allions vers des événements climatiques extrêmes de plus en plus graves. Chaque semaine, l'actualité nous en donne des exemples. Et j'ai une pensée avec vous aujourd'hui pour ceux qui sont touchés par les inondations en Bosnie. Le dernier rapport du GIEC précise particulièrement les graves conséquences du changement climatique sur la sécurité alimentaire dans les pays du Sud. Je le cite. «
tous les aspects de la sécurité alimentaire sont potentiellement affectés par le changement climatique. La production de blé, de maïs et de riz devrait être affectée d'ici à la fin du siècle, quel que soit le niveau de réchauffement. Soyons clairs, à ce niveau et avec cette rapidité, le changement climatique déstabilise profondément bien des pays et pas seulement les plus pauvres. Il réduira tous les efforts de développement, aggravera tensions, guerres civiles et terrorisme, et ce n'est pas pour rien si ce sont les agences de sécurité et l'armée qui, aux États-Unis, sont les principaux défenseurs d'un accord climatique ambitieux. Troisième enjeu, la précarité énergétique qui s'aggrave à mesure que le coût de l'énergie augmente. 3,8 millions de ménages de France métropolitaine ont aujourd'hui un taux d'effort énergétique supérieur à 10% de leurs revenus, tandis que 3,5 millions déclarent souffrir du froid dans leur logement. Selon le Comité économique et social européen, la pauvreté énergétique toucherait aujourd'hui 50 millions d'Européens. Les conséquences sont multiples. Le frein à la mobilité impacte l'emploi, le manque de chauffage affecte l'hygiène, la santé. C'est une cause importante de surendettement, les personnes concernées étant condamnées à des arbitrages indignes d'une société développée entre manger ou se chauffer ou s'endetter. Cette urgence doit être en tête de nos priorités politiques. La réponse à ces différents enjeux ne peut pas être que nationale. Nous nous félicitons donc du discours tenu par François Hollande sur la nécessité d'une approche européenne de ces questions, par exemple dans sa tribune publiée dans Le Monde du 6 mai, où il déclarait « La crise ukrainienne doit encore accélérer l'Europe de l'énergie pour sécuriser nos approvisionnements, maintenir des prix compétitifs et lutter contre le réchauffement climatique. » Nous devons saluer une approche qui amorce une évolution par rapport à cette fameuse tradition française, une tradition fondée depuis les années 60 sur un choix unique au monde et qui est sans nul doute aussi aujourd'hui une des grandes fragilités économiques de la France, le choix, vous l'aviez reconnu, du tout nucléaire. À l'heure où la quasi-totalité des États qui nous entourent ferment leurs centrales nucléaires, réinscrire la France dans l'Europe de l'énergie n'est donc pas si simple. Il fallait se dégager d'une mentalité de village gaulois assiégé, craignant de voir déferler sur lui les légions des grandes multinationales européennes de l'électricité, voulant en finir avec notre obélix national, certes tombé dans le chaudron d'une potion magique à l'uranium enrichi, mais quand même bien trop isolé pour lutter contre une telle coalition. Depuis l'élection de François Hollande, cette inscription de la France dans une stratégie énergétique européenne est donc devenue une constante du discours présidentiel. Il faut le souligner, il faut le soutenir. Ainsi, dans le cadre du débat national sur la transition énergétique, Delphine Batho avait tenu aussi à inviter le ministre allemand de l'énergie de l'époque, Peter Altmaier, qui était venu dire à Paris le destin lié des modèles énergétiques et électriques des deux pays et rappeler que c'est sur l'énergie et la CECA que s'était construite l'Europe. Le président de la République a depuis parlé d'un projet d'Airbus de l'énergie. Ce projet ne s'est pas vraiment précisé depuis, mais on voit bien qu'une volonté existe, s'affiche et qu'il faut donc la transformer en actes concrets. Aujourd'hui, il faut donc passer des déclarations aux décisions et pour cela, il nous faut donc une stratégie européenne forte. Nous sommes dans un moment clé de définition de cette stratégie puisque l'Union européenne discute actuellement de ses objectifs énergie-climat pour 2030 qui prendront la relève du paquet énergie-climat de 2008 et du fameux 3 x 20 du paquet 2020, moins 20% de réduction des émissions de gaz à effet de serre, amélioration de 20% d'efficacité énergétique et 20% d'énergie renouvelable. La Commission européenne a présenté en janvier sa première copie qui devait être adoptée au Conseil européen de mars dernier, mais l'actualité ukrainienne et bien d'autres considérations liées au calendrier politique européen ont quelque peu bouleversé l'ordre du jour et les chefs d'État ont reporté les discussions au Conseil européen d'octobre prochain. Ce sera, Madame la Ministre, un rendez-vous particulièrement important. Les propositions qui sont aujourd'hui sur la table ne brillent malheureusement pas par leur ambition. Moins 40% de réduction de gaz à effet de serre par rapport à 1990, soit un niveau insuffisant pour s'inscrire sur la trajectoire d'une réduction de 80 à 95% en 2050 et un objectif qui finalement ne nécessite guère d'augmenter l'effort, tant c'est aujourd'hui à peu de choses près la pente européenne naturelle de réduction des émissions de gaz à effet de serre. Moins 27% d'énergie renouvelable dans la consommation finale, mais objectifs non déclinés en objectifs nationaux et qui sont très en dessous du potentiel.
Nous ne nous expliquons pas, Madame la Ministre, cette absence de volontarisme des négociateurs français sur ce point, sachant que sans des objectifs nationaux précis, les efforts risquent d'être faibles et disparates. Enfin, troisième point, aucun objectif sur la réduction de la consommation d'énergie, et ce, dans l'attente de la révision par la Commission européenne de la directive sur l'efficacité énergétique de 2012, après la compilation donc des plans nationaux qui lui sont actuellement envoyés. Sur cet objectif 2030, les discussions portent aujourd'hui sur des scénarios allant de 25 à 40 % de réduction de la consommation, mais même dans le cas où un objectif de 40 % serait retenu, c'est très en deçà du potentiel. Et j'espère donc, Madame la Ministre, que vous nous rassurerez sur la volonté de la France de soutenir des objectifs particulièrement ambitieux. Les eurodéputés écologistes regrettent aujourd'hui ce manque d'ambition et ont porté une toute autre vision lors des discussions sur la résolution du Parlement européen en février. Nous proposons notamment d'inverser la logique en considérant donc d'abord l'objectif de réduction de la consommation d'énergie, qui doit être un point de départ à la stratégie sur la part des ENR, puisque évidemment, si la consommation finale est réduite, la part des ENR augmente mathématiquement. Et enfin, en troisième temps, aller sur la réduction des émissions de gaz à effet de serre, qui se trouvent eux aussi renforcés par les deux premiers objectifs, s'ils sont ambitieux. Nous proposons donc moins 40 % de réduction de la consommation d'énergie primaire par rapport à 2010, ce qui équivaudrait à 47 % par rapport aux projections 2030 utilisées par la Commission européenne, et par ricochet, au moins 45 % d'énergie renouvelable dans la consommation finale. Et cela entraîne mathématiquement, vous avez eu le temps de faire le calcul, une réduction de 60 % des émissions de gaz à effet de serre par rapport à 1990. On comprend bien que sans ces trois objectifs contraignants et déclinés à l'échelle nationale, nous ne pourrons pas répondre aux défis climatiques. S'il ne vous est peut-être pas possible, Madame la Ministre, de nous livrer dès aujourd'hui la position de la France dans le cadre des négociations européennes de l'automne, nous voudrions quand même être un peu rassurés, car c'est vrai que jusqu'à présent, la France ne s'est guère différenciée des propositions de la Commission européenne, pourtant notoirement insuffisantes. J'aimerais m'arrêter maintenant un moment sur la question plus précise de la directive sur l'efficacité énergétique, l'un des trois piliers du 3x20. Cette directive a été adoptée en 2012 après l'excellent travail réalisé par son rapporteur, notre collègue écologiste luxembourgeois Claude Turmes. J'en profite pour signaler que nous avons aujourd'hui une nouvelle ministre écologiste de l'environnement au Luxembourg, Carole Dieschbourg. Ça n'est pas tout à fait rien, puisque c'est le Luxembourg qui présidera l'Union européenne pendant les négociations climatiques. Elle sera un soutien pour un accord ambitieux à Paris. Conformément à ce qui a été prévu, la France a remis fin avril à la Commission européenne son plan national d'action pour l'efficacité énergétique pour exposer donc la déclinaison nationale de la directive. Si on peut saluer la France par le fait qu'elle ait remis ce document dans les temps, ça n'a pas toujours été le cas, surtout au niveau européen pour la France, et plusieurs éléments malgré tout suscitent des interrogations. D'abord, la France se fixe un double objectif, conformément à l'article 3 de la directive, de réduire sa consommation énergétique à 131 mégaTEP d'énergie finale et 236 d'énergie primaire en 2020. L'article 2 de la directive précise que consommation d'énergie primaire s'entend comme la consommation intérieure brute à l'exclusion des utilisations non énergétiques. Or, dans le tableau de ventilation sectorielle des consommations d'énergie en 2020, on constate que cette valeur de 236 inclut la consommation finale non énergétique qui s'élève à 16 millions TEP. Vous me suivez toujours. Au sens de la directive, l'objectif de la France en consommation d'énergie primaire devrait donc être plutôt aux alentours de 220. Pourriez-vous, Madame la Ministre, nous éclairer sur la façon dont a été réalisé ce calcul, sans rentrer trop dans les détails techniques, et pourquoi il semble donc toujours contredire les règles fixées par la directive elle-même, ce qui, de fait, le diable est toujours dans les détails, réduit notre effort de réduction de la consommation d'énergie. Par ailleurs, ce plan mise particulièrement sur l'efficacité énergétique des bâtiments en lien avec des objectifs très ambitieux annoncés par le gouvernement français. Rénovation thermique de 500 000 logements d'ici 2017, dont 380 000 rénovations par an dans l'habitat privé et 120 000 dans le logement social. Il nous semble pourtant que le niveau d'ambition de ces objectifs est louable. Les moyens nécessaires, normatifs et financiers, ne sont pas mis à disposition pour les atteindre. Mais nous allons avoir donc maintenant rapidement des indications sur ce point, avec la publication dans les prochains jours du projet de loi sur la transition énergétique. Je reste, comme toujours, optimiste sur l'ambition de la loi,
Mais c'était l'occasion de rappeler ici que sans ces mesures financières et réglementaires, la France n'atteindra pas ses objectifs européens en termes d'efficacité énergétique. Justement, avec les informations déjà reçues, la Commission estime que la réduction de la consommation d'énergie finale dans l'Union sera de 17%, donc moins que les 20% normalement fixés. On voit bien donc qu'il faut pousser à la fois des objectifs très ambitieux pour 2030, mais qu'il ne faut pas non plus baisser la garde sur les objectifs pour 2020, y compris dans le débat climatique. Ce que nous ferons entre 2015 et 2020, date d'application du nouvel accord, sera tout à fait essentiel. Je voulais donc, Madame la Ministre, vous sensibiliser sur ce point. Et si c'est à l'automne que se décidera en partie, lors de la négociation européenne, les objectifs pour l'Europe, c'est là aussi, à l'automne, que se jouera la crédibilité de l'Europe dans la négociation sur le climat. À ce propos, et ce sera une des questions de la conférence climat à Paris, il est plus que temps d'engager une véritable réforme du système européen d'échange de quotas d'émissions pour faire remonter le prix de la tonne carbone. Les écologistes avaient approuvé l'adoption en 2013 du report de la mise aux enchères ou backloading de 900 millions de quotas jusqu'en 2019-2020, mesure d'urgence nécessaire, mais qui n'est pas à la hauteur puisque le prix de la tonne est toujours à 5 €. De l'aveu même de la Commission européenne, il y a un excédent de plus de 2 milliards de quotas sur le marché du carbone européen et sa proposition de régler une partie du problème par la mise en place d'une réserve de stabilité du marché en début de prochaine période ne résoudra probablement rien. C'est une réforme structurelle du marché dont nous avons besoin. L'Allemagne plaide d'ailleurs pour aller plus loin et plus vite pour réguler le marché et faire remonter le prix de la tonne carbone, consciente qu'avec un prix du carbone si faible, le charbon restera l'énergie la plus compétitive et qu'il sera donc extrêmement difficile d'atteindre les objectifs climatiques. La position de nos voisins allemands est donc qu'on ne peut pas attendre 2020 pour agir. Cette urgence de la remontée du prix de la tonne carbone est aussi réclamée par les grands énergéticiens européens, dont les grands énergéticiens français, qui se lamentent des atermoiements européens sur ce point, notamment dus au blocage des groupes libéraux et conservateurs au Parlement européen, dont les leaders ne sont pas les derniers à déclarer, la main sur le cœur, l'urgence de l'action climatique, mais ne perdent pas une occasion pour torpiller dans les couloirs et les hémicycles toute ambition européenne en la matière. Pourtant, sauver le marché du carbone européen, c'est aussi renforcer la compétitivité de nos grands groupes déjà résolument impliqués dans la transition énergétique, tout en renforçant donc nos chances d'atteindre les objectifs climatiques en rendant charbon et encore plus gaz de schiste trop chers. Nous devrions chercher ici des consensus, y compris en aidant les Polonais à se dégager du charbon. C'est par le renforcement de la solidarité européenne que nous avancerons, non par la stigmatisation, ce qui impliquerait aussi un véritable budget européen. Vous le voyez, tout est lié. Je le souligne enfin, le marché carbone est une opportunité de dégager des financements plus importants pour les États membres, la recette ETS tombant directement dans la caisse des États. Ceux-ci pourraient donc avoir cette recette pour financer la transition énergétique et peut-être aussi pour abonder ce fameux fonds vert, ces 100 milliards de dollars pour le Sud, promis sur un coin de table lors d'une négociation nocturne une nuit de 2009 à Copenhague. La solidarité avec les pays en développement, en leur donnant des moyens à la hauteur des enjeux d'atténuation et d'adaptation auxquels ils font face, sera un élément central du futur accord de Paris en 2015. Nous ne devons jamais le perdre de vue. Autre piste de financement dans un contexte de dépenses publiques extrêmement contraintes, les taxations des transactions financières sur lesquelles, vous le savez, les écologistes ont toujours été très mobilisés. Nous avions quelques espoirs. 11 États membres de l'Union viennent de s'engager à lancer une taxe sur les transactions financières européennes. Mais après avoir été motrice sur ce point, la France semble aujourd'hui plus mesurée. Pouvez-vous, Madame la Ministre, nous rassurer, au moins nous éclairer sur cette question? Cette approche européenne des enjeux énergétiques nécessite enfin une logique de planification moins autocentrée, moins franco-française. Il faut par exemple renforcer les interconnexions des réseaux électriques aux frontières et mettre en place à l'échelle de l'Europe des mécanismes de capacité visant à assurer le maintien d'une capacité de production électrique suffisante pour faire face aux pointes de consommation. On estime qu'une approche européenne du mécanisme de capacité diviserait les coûts par 2. Cette logique d'intégration est connue. Interconnexion et marché de capacité commun vont réduire les besoins d'installation en puissance supplémentaire. C'est l'intérêt général. Mais ils vont aussi mettre en évidence plus rapidement
les surcapacités électriques européennes, et plus précisément dans un contexte européen et maintenant français de montée en puissance rapide des énergies renouvelables, ils vont accélérer la fermeture inéluctable de centrales nucléaires sans débouché pour leur production. L'hypothèse de la fermeture de 20 tranches nucléaires à fermer en France à horizon 2025 est aujourd'hui assumée par votre ministère et je me réjouis que vous ayez encore hier confirmé les grands objectifs français du président de la République. Mais le diable est parfois dans les détails, dans des décisions prises dans un temps et des périmètres différents. J'attire notamment votre attention, Madame la Ministre, sur le fait que les décrets actuellement en discussion en France sur le futur mécanisme de capacité devront être compatibles avec cette volonté d'intégration européenne et non continuer de participer d'une ligne Maginot de la politique électrique française dont on connaît les conséquences à terme sur la fragilisation de l'économie française. Je vous ne demande évidemment pas cet après-midi, Madame la Ministre, de réponses techniques précises sur ces points, mais juste rappeler à quel point, dans ce débat, il faut toujours de la cohérence entre grands objectifs et décisions techniques précises. De même, mais je n'ai pas le temps d'y revenir, il nous faudrait analyser les conséquences précises des dernières directives sur le soutien financier aux énergies renouvelables, voire revenir sur la question des concessions hydrauliques. C'est un dossier que vous suivez particulièrement dans le moment, dans le cadre des réglementations européennes. Tout cela pour souligner à quel point que quand on tire le fil électrique de l'ensemble des enjeux liés à l'énergie, on est dans un débat d'une grande complexité où chaque décision, même minime, doit être vue à l'aune de la vision d'ensemble de nos priorités principales. Ce sera aussi l'enjeu de la future loi sur la transition énergétique. Dernier point en conclusion. Je sais que vous êtes, Madame la Ministre, très engagée sur cette approche positive de la transition écologique et énergétique. C'est la question de l'emploi et des opportunités de développement de filières économiques. Dans le domaine de la recherche sur l'énergie solaire, sur le stockage d'électricité, sur l'éolien offshore, la France est forte. Surtout, et on pourrait même dire enfin, que nous voyons nos grands leaders industriels du secteur énergétique s'investir sur ces domaines d'avenir. Défendre, par exemple, un objectif européen de 30% d'énergie renouvelable en 2030, c'est la quasi-garantie de création d'1 million d'emplois en Europe. À l'échelle mondiale, un accord sur le climat, c'est une dynamique forte, y compris pour l'accès à l'énergie propre et renouvelable dans les pays du Sud. Ce sont des marchés considérables sur lesquels nous devons être présents. C'est donc la nécessité de construire un leader européen du photovoltaïque adossé à une recherche où la France est en pole position. C'est également la restructuration des filières éoliennes, terrestres et offshore qui sont aujourd'hui la réponse énergétique clé en Europe, avec un mégawattheure éolien terrestre nettement moins cher que le nucléaire. C'est donc une véritable stratégie industrielle, coordonnée au niveau européen, qu'il faut construire dans un délai court. Nous avons perdu trop de temps à nier, en restant bloqués dans la bulle du tout nucléaire, la force de cette mutation mondiale du paradigme énergétique. Le cas d'Alstom, et j'en finirai là, en est l'illustration. Je suis aujourd'hui très inquiet, Madame la Ministre, pour l'avenir de la filière éolienne d'Alstom en Basse-Loire. Illustration de nos faiblesses et de nos retards. Je ne vous demanderai évidemment pas quel choix le gouvernement a retenu entre Siemens et General Electric. Mais notons néanmoins que dans ce cas, la modeste filière de fabrication en Basse-Loire, sur une technologie spécifique, n'aura guère de poids face aux très grandes usines du nord de l'Europe dans un cas, mais aussi dans l'autre cas, dans le cas d'un rapprochement prévisible avec Areva, qui a développé au Havre une autre unité de fabrication et une autre technologie. Cette question de l'emploi en Basse-Loire sur l'éolien offshore est aujourd'hui posée. Ce point montre juste à quel point nous avons pris du retard. Ce retard ne se rattrapera pas, mais nous ne devons plus nous laisser distancer avec des entreprises trop petites et souvent en concurrence les unes avec les autres. Je compte donc, Madame la Ministre, sur votre engagement résolu sur ces questions. C'est l'avenir de la France et de l'Europe qui se joue ici. Merci, mon cher collègue. Dans la suite du débat, la parole est à Monsieur Jean-Claude Lenoir pour 17 minutes. Bien, Monsieur le Président, Madame la Ministre, mes chers collègues, et je remercie mes collègues écologistes qui ont manifesté beaucoup d'enthousiasme au moment où je suis monté à cette tribune. Peut-être étaient simplement les relents de l'enthousiasme qui avait accompagné la prise de parole de leurs intervenants. En prenant connaissance du sujet qui nous réunit aujourd'hui, qui a été fixé à l'ordre du jour, je n'ai pas manqué de sourire, car les écologistes nous invitaient à un débat sur le climat et l'énergie en Europe. Vous nous offrez, mes chers collègues, une magnifique occasion de souligner
les acquis, les avantages, les atouts de la France, éventuellement aussi de dénoncer un certain nombre d'errements qui sont malheureusement le fruit de choix qui ont été faits par d'autres pays que le nôtre. Climat et énergie en Europe, je me permettrai, Madame la Ministre, de formuler un certain nombre d'observations que certains pourront interpréter comme des recommandations par rapport à ce qui pourrait être la position de la France dans le débat européen sur ces questions. Première chose, il faut souligner l'avance incontestable que la France a pu acquérir dans la lutte contre les gaz à effet de serre et les émissions de CO2. Nous disposons d'une avance qui se traduit par un chiffre. Comparons la France et l'Allemagne. La France, si vous ramenez le CO2 par unité, alors comptabilisé, qui prend en compte le fait qu'il n'y a pas que le CO2, mais également les gaz à effet de serre, vous avez une émission par habitant qui est de à peu près 7 000 tonnes en France, quand il est de 12 000 tonnes en Allemagne. Cela est dû bien sûr à un certain nombre de choix qui ont été faits, mais lorsque vous dénoncez les gaz à effet de serre et les émissions de CO2, mes chers collègues, interrogez-vous pour savoir si l'Allemagne a fait les bons choix. Or, cette avance nous est utile pour nous permettre de disposer d'un temps qui est nécessaire dans le cadre de la transition énergétique pour aborder cette question avec sérénité et avec la recherche d'une meilleure efficacité. Seconde observation, contrairement à ce qui était dit par celui qui m'a précédé à cette tribune, la consommation d'électricité va augmenter. Alors j'ai noté effectivement, mon cher collègue, que toute votre démonstration consistait à calquer la politique que vous préconisez sur celle de l'Allemagne. Quand vous dites moins 40% de consommation d'énergie primaire, c'est la politique de l'Allemagne. Mais regardons la France. Nous avons pu estimer que d'ici à 2050, la consommation d'électricité allait augmenter de 20%, à raison de 0,5% par an, pour des raisons évidentes, qui sont d'abord démographiques par rapport à l'Allemagne, qui tiennent compte également des évolutions technologiques, du recours à un certain nombre de technologies qui consomment beaucoup d'électricité, je pense notamment à tout ce qui concerne le numérique et l'informatique. Et puis troisièmement, il y a aussi les transferts constatés du fioul et du pétrole vers d'autres usages, notamment, je pense, à l'électricité pour les véhicules. Si vous voulez avoir une politique ambitieuse de transport par véhicule électrique, il nous faudra plus d'électricité. Troisième observation, nous devons privilégier les filières qui émettent le moins de CO2 et de gaz à effet de serre. À cet égard, puisque vous vous référez sans le dire à l'Allemagne, je me permets de rappeler que l'électricité produite en Allemagne produit 6 fois plus de CO2 et de gaz à effet de serre qu'en France. L'Allemagne a fait le choix du charbon. C'était, il y a encore quelques années, 30% du charbon qui permettait de produire de l'électricité. Aujourd'hui, on est passé à 40%. Et en plus, il s'agit d'un charbon plutôt poussiéreux, très polluant, qu'est le lignite. Le reste étant conforté par notamment le recours au gaz. Voilà pourquoi l'Allemagne produit beaucoup de CO2 et de gaz à effet de serre. Et le compte dans cette affaire, c'est que c'est pour beaucoup des tonnes de charbon qui ont traversé l'Atlantique, vendues à bas prix par les États-Unis, qui disposent aujourd'hui d'autres ressources que l'on appelle les gaz de schiste, et que finalement c'est cette électricité qui nous est revendue, que dis-je revendue, qui nous est offerte par des prix négatifs, par le jeu des transferts d'un pays à l'autre. Quatrième observation, nous devons avoir un système qui soit compétitif et qui nous permette de disposer d'un avantage commercial. Et là, les chiffres que je me permets de citer à nouveau, puisque nous avons déjà eu un débat avec votre prédécesseur, Madame la Ministre, mais je vous les recite.
Les chiffres sont accablants. On veut dénoncer le nucléaire. Les 58 réacteurs qui ont été construits en France, la deuxième génération, ont coûté 96 milliards d'euros, valeur 2014. Et ils produisent, il faut le rappeler, l'essentiel de notre électricité. Nous avons 128 000 mégawatts installés en France, un peu plus de la moitié viennent du nucléaire. Or, le nucléaire produit 75% de notre électricité. En Allemagne, l'Allemagne, certes, a beaucoup investi dans l'éolien et dans le photovoltaïque. Citons les chiffres. L'éolien, l'Allemagne a investi 40 milliards d'euros. Que produisent ces 40 milliards d'euros? Ils produisent 20 térawattheures. Par rapport à la France, nous avons un parc nucléaire qui produit 400 térawattheures sur une consommation globale qui est à peu près de 460. Entendez bien le chiffre, 40 milliards d'euros pour produire 20 térawattheures. Mais le photovoltaïque aura coûté 112 milliards d'euros pour produire 12 térawattheures. Alors évidemment, de ce fait, nous avons un vrai avantage compétitif que je n'entends pas qu'on dilapide au profit d'un certain nombre d'idées qui sont plus proches des idéologies que des programmes de gouvernement. J'ajoute d'ailleurs une chose. Nous avons aujourd'hui en France une électricité qui est à peu près 2 fois moins chère qu'en Allemagne. Sauf que, Madame la Ministre, je me permets de vous faire une recommandation toute particulière dans les discussions que vous allez avoir au plan européen et dans la rédaction du projet de loi sur la transition énergétique. L'Allemagne a mis dans sa loi la possibilité pour les électro-intensifs, les gros consommateurs d'électricité, de ne pas payer le transport de l'électricité, qui est une part importante de la facture. Le président de la commission de régulation de l'énergie, qui rencontrait une commission de l'Assemblée nationale il y a quelques semaines, annonçait plutôt une bonne nouvelle, à savoir que la CRE avait, mais pour l'année 2014, décidé de diminuer de 50% le tarif du transport au profit des gros consommateurs. Mais il a souligné qu'il ne pouvait pas aller au-delà, sauf support législatif. Je vous encourage vivement, dans l'intérêt de notre pays, à regarder cette question. La voie est ouverte et la solution est proposée qui vous permette de donner aux entreprises françaises qui consomment le plus d'électricité un avantage comparable à celui que les Allemands ont réussi à accorder à leur propre patrimoine industriel. Cinquième recommandation, nous devons, Madame la Ministre, capitaliser sur ce qui marche bien en France et sur les ressources éventuellement disponibles. J'entendais tout à l'heure l'orateur du groupe écologiste parler du tout nucléaire. Il n'a jamais existé. Certes, le nucléaire représente une part importante dans la production d'électricité, mais il n'a jamais été voulu par aucun gouvernement, qu'il soit de droite ou de gauche, de produire toute l'électricité à partir du nucléaire. Certes, les Allemands, si vous prenez le même raisonnement, mon cher collègue, ont fait le choix du tout charbon. Tout charbon et énergie fossile, avec tous les inconvénients que j'ai rappelés tout à l'heure. Alors en France, nous avons un programme nucléaire, 58 réacteurs deuxième génération. Nous avons une génération numéro 3 avec l'EPR de Flamanville. Est-ce que, pour autant, il faut que nous baissions les bras et que nous renoncions à une filière qui a fait ses preuves et qui emploie autant de personnes et qui est une vraie référence dans beaucoup de pays? Certes, des pays, pour des raisons, encore une fois, plutôt idéologiques, ont renoncé au nucléaire. Mais il y en a d'autres qui, au contraire, se préparent à accueillir des centrales nucléaires. Est-ce que la France va se retrouver au banc des accusés au point de ne pas pouvoir défendre les atouts de notre industrie au profit de ces pays qui sont particulièrement demandeurs? Évidemment, se pose une question, l'avenir de Fessenheim.
Je passe sous silence un des engagements du Parti socialiste d'avant les élections, où il était question de supprimer 24 réacteurs d'ici à 2025. Je pense que tout cela a été oublié. Je ne peux que vous féliciter de l'avoir fait. Néanmoins, Fessenheim est devenu un trophée, brandi devant vos alliés. Peut-on encore parler d'alliés? Vos voisins proches, que sont les écologistes. Il faut fermer Fessenheim. Votre prédécesseur avait été très clair à cette tribune. La centrale de Fessenheim sera fermée avant 2016. C'est dans 2 ans. Je me suis permis de lui dire, mais je ne me permettrai pas de le faire vis-à-vis de vous, parce que je suis persuadé que vous avez une capacité à faire beaucoup mieux que votre prédécesseur. Autrement, d'ailleurs, vous n'auriez pas été nommé à ce poste-là. Je ne suis pas sûr qu'il soit possible de fermer Fessenheim d'ici à 2 ans. D'abord parce qu'il y a des procédures qu'il faut respecter auprès de l'Agence de sûreté nucléaire. Et puis, que va devenir l'Alsace? Fessenheim apporte 85% de l'électricité nécessaire en Alsace. Et je ne parle pas des emplois, ils sont plus de 1000 sur le site, et je ne parle pas évidemment des emplois indirects. Je me permets de dire ici à la tribune, je veux bien être trompé par les faits, je suis convaincu que vous n'y arriverez pas. Et vous n'y arriverez pas car ce serait une grave erreur. On entend parfois, ça c'est un langage militant, c'est une vieille centrale. Il n'y a pas de vieille centrale nucléaire, mes chers collègues, en France. Toutes les centrales sont régulièrement modifiées dans leur structure, pas de béton bien sûr, industrielle, et régulièrement mises aux normes pour pouvoir répondre aux nécessités de l'agence de l'autorité de sûreté nucléaire. La France peut se vanter d'avoir une autorité qui est incontestée. C'est certainement celle qui est la plus respectée dans le monde. La preuve en est, c'est qu'au moment de Fukushima, c'est l'ASN de la France qui a été en mesure de produire les meilleures informations et les meilleurs diagnostics sur l'accident qui s'était produit. Parlant des ressources éventuellement disponibles, je ne veux pas, même si cela sera court, ne pas mettre dans mon propos la question des gaz de schiste. Madame la ministre, le Parlement a voté, et c'est la loi du 13 juillet 2011, une loi qui interdit l'exploitation des gaz de schiste par la fracturation hydraulique. Mais cette loi comporte des dispositions que le gouvernement devrait respecter, qui consistent notamment à permettre à la recherche de se poursuivre et à des expérimentations d'être réalisées pour vérifier d'ailleurs, c'est un préalable, si nous avons effectivement de telles ressources en hydrocarbures sous nos pieds. Autre observation, et je me rapproche des questions purement européennes, il faut remettre au centre de la politique européenne, Madame la Ministre, une politique qui privilégie comme étant vraiment l'objectif essentiel la réduction des gaz à effet de serre et de CO2. De ce point de vue-là, il faut constater que le marché du carbone est devenu complètement plat. J'ai regardé les chiffres avant de monter à la tribune. En l'espace de 8 ans, de 2006 à 2014, le prix du carbone a été divisé par 10. Il était de 30 € en 2006, il est aujourd'hui de 3 €. Et je ne me réfère pas à des périodes plus anciennes où le prix de la tonne de carbone était beaucoup plus élevé. Autre recommandation, l'architecture du marché de l'électricité en Europe. Aujourd'hui, on le voit bien, et le président de la CRE l'a très pertinemment souligné lors de son audition devant une commission de l'Assemblée nationale, l'Europe, au niveau de la Commission, mais les gouvernements sont également responsables, n'a pas cherché la cohérence entre une politique climat et une politique énergie. L'incohérence est telle que l'on voit 2 voies parallèles qui ont été suivies par des équipes complètement différentes. Certaines se sont préoccupées de fixer des objectifs dans le domaine du climat,
et d'autres se sont attachés à organiser le marché de l'électricité. On peut avancer que les deux équipes ne se sont pas vraiment parlé. Or, aujourd'hui, nous avons besoin de mettre de la cohérence au niveau européen. Nous avons besoin de faire qu'il y ait une vraie force européenne dans le domaine de l'énergie. Alors, cette force doit s'appuyer, Madame la Ministre, sur quelques idées simples. Un, il faut d'abord des filières qui soient efficaces. Le rapport coût-efficacité déterminant, et quand je dis l'efficacité, elle n'est pas qu'économique, elle est également environnementale. Il faut faire en sorte que nous apportions à nos concitoyens une énergie la plus propre possible. Et de ce point de vue-là, je le redis avec beaucoup de fermeté, la France n'a aucune leçon à recevoir. Au contraire, elle pourrait, si on voulait l'entendre, en donner. Et en même temps, le coût, de façon à ce que l'électricité soit accessible au plus grand nombre. Et dans d'autres enceintes, je l'aurais fait, je n'en ai pas le temps, la question de la précarité énergétique est une question importante qu'il faut traiter avec beaucoup d'attention. Mais pour que l'Europe ait une véritable politique, il faut d'abord que les réseaux soient renforcés. On parle beaucoup de l'énergie d'origine éolienne qui vient d'Allemagne. Est-ce qu'on s'est attardé sur le sentiment des populations traversées par ces réseaux? Il y a des Länder en Allemagne où on assiste à une vraie montée en charge des personnes qui ne supportent pas l'émergence de réseaux et de pylônes au profit de régions du sud de l'Allemagne ou tout simplement de la France. La France achète aujourd'hui des quantités importantes d'électricité et comme je le disais tout à l'heure, elle n'achète pas, c'est un prix négatif. On le lui donne pour une raison simple, Madame la Ministre, mais vous le savez, c'est que l'énergie produite par des éoliennes et par des panneaux photovoltaïques doit être évacuée. L'énergie électrique produite doit être consommée, doit être évacuée. Et c'est la raison pour laquelle, on préfère payer l'électricité au profit du consommateur français, et c'est la raison pour laquelle il y a ainsi de l'électricité à un prix négatif. Ne dites pas, comme je l'ai entendu, pas ici, mais dans d'autres salles, que simplement c'est grâce aux énergies renouvelables qui seraient tellement compétitives que finalement les voisins en seraient régalés. Non, parce que finalement cette électricité oblige à éteindre des centres de production, pas seulement en Allemagne, où, vous le savez, on a fermé des centrales au gaz particulièrement performantes qui venaient d'être construites, mais c'est vrai également pour la France, où nous avons, Monsieur le Président, j'en ai quasiment terminé, où nous avons effectivement un certain nombre de problèmes à régler. Alors, je termine simplement, Madame la Ministre, en disant, si vous voulez avoir une vraie politique européenne de l'énergie, il faut tout faire pour soutenir la recherche et l'innovation. C'est dans ce domaine qu'il y a le plus à faire, sur le choix des filières technologiques les plus performantes et les moins polluantes, et puis sur la question du stockage de l'électricité. Vous êtes exprimé la semaine dernière sur ce sujet dans le cadre d'une réunion que vous avez eue avec la Commission des affaires économiques. Il y a des solutions. Je rappelle quand même que grâce au nucléaire, on alimente 6000 mégawatts de pompage, de stations de pompage qui nous permettent de stocker la nuit de l'eau qui est ensuite utilisée dans la journée. Ce sont, Madame la Ministre, quelques observations que je voulais faire qui, je l'avais dit tout à l'heure, prenaient la forme d'une recommandation. Permettez que, d'une façon très modeste, j'ai essayé simplement de contribuer à l'édification d'une vraie politique ambitieuse dans le domaine de l'énergie. Merci, mon cher collègue. Dans la suite du débat, la parole est à Madame Chantal Joanneau pour 10 minutes. On voulait me retirer à la tribune. Madame la Ministre, mes chers collègues, d'abord je veux vous remercier pour l'initiative de ce débat à quelques mois, enfin 1 an et quelques mois de la prochaine conférence sur le climat en France.
Et juste rappeler qu'on parle là aujourd'hui de la question du climat et de l'énergie en Europe. On n'est pas sur un débat sur la question pure énergie, notamment en France. Et peut-être utile, en parlant du climat, de rappeler ce que nous dit la science. Il n'y a pas de climato-sceptique ici, mais ça peut être utile de rappeler ce que dit la science. Elle nous dit, grosso modo, qu'il ne faut pas dépasser effectivement un réchauffement de l'ordre de 2 degrés Celsius par rapport à l'ère pré-industrielle. Elle nous dit, la science, et les derniers rapports du GIEC l'a clairement confirmé, que nous avons déjà un acquis de 0,8 degrés Celsius et que nous sommes sur une trajectoire de 4 degrés aujourd'hui. Elle nous rappelle juste que l'ère glaciaire, c'était en moyenne moins 4,5 degrés Celsius par rapport à la moyenne des températures aujourd'hui. Donc, en d'autres termes, nous sommes aujourd'hui sur une trajectoire dangereuse sur le plan économique. Juste pour mémoire, là aussi, un réchauffement de l'ordre d'1 degré Celsius dans une région correspond à une baisse de la croissance de 1,3 point dans cette région. Ce n'est pas une assemblée de chevelus à sandalettes qui l'a écrit, c'est la Banque mondiale dans son dernier rapport qui s'appelle « Turn down the heat ». Elle nous rappelle aussi que cette trajectoire est dangereuse en termes de sécurité. Ça, c'est dans le dernier rapport du GIEC. Les questions de l'eau se poseront en Afrique. En Europe, ce seront des problèmes et d'inondations et d'épidémies liées au changement climatique. Ce sont des millions de personnes qui vont être déplacées à travers le monde pour lesquelles nous n'avons pas encore réfléchi à un statut de déplacés environnementaux. Ce sont le problème des ressources halieutiques. Les ressources halieutiques, c'est grosso modo 12% des personnes à travers le monde qui vivent des ressources halieutiques. Vous savez que le pH des océans n'a jamais varié depuis 100 millions d'années. Or, avec le surplus des émissions de gaz à effet de serre, nous observons depuis quelques années une variation de l'acidité des océans. Nous ne savons absolument pas comment ce milieu va pouvoir s'adapter à cette évolution. Donc, on a un sujet fondamental qui se pose en termes économiques, en termes de sécurité, donc un sujet régalien en soi, puisque finalement c'est un peu le rôle des États de traiter de ces questions. Et face à cela, une communauté internationale qui discourt, une Europe qui vote, qui s'engage. L'Europe est plutôt précurseur sur ces sujets, mais les résultats ne sont pas totalement là. Certes, on est plutôt bon, mais on observe que d'autres continents évoluent très très vite et risquent dans certains domaines de nous donner des leçons assez rapidement. Et je vous renvoie quand même au rapport de la Cour des comptes sur la mise en œuvre du paquet climat-énergie, qui est un peu sceptique sur l'efficacité des différents instruments. Et je m'étonne que face à tout cela, on ait pu voter au sein de l'Union européenne un budget en baisse, tout particulièrement dans les domaines de l'innovation, avec un budget consacré à l'environnement et au changement climatique dérisoire, de l'ordre de 400 millions d'euros par an, dérisoire, alors que nous devrions faire strictement l'inverse. Strictement l'inverse. On devrait mettre le paquet sur l'innovation, on devrait mettre en commun nos moyens de recherche, notamment sur les secteurs d'avenir. Ce sont les énergies marines, c'est le stockage de l'énergie, ça a été cité tout à l'heure, c'est la gestion de l'énergie, ce sont les ressources stratégiques aussi qui seront nécessaires demain, et nous faisons strictement l'inverse. Donc notre première conviction, nous l'avons portée notamment au sein du programme pour les Européennes, notre première conviction est que cette politique doit être la nouvelle ambition de l'Europe. Comme on a créé l'Europe autour de la CECA, parce qu'à l'époque, on considérait que le charbon et l'acier étaient des ressources stratégiques pour le développement des pays, aujourd'hui, on devrait constituer l'Europe autour des énergies du futur, mutualiser nos moyens de recherche, avoir des ressources propres dans le budget européen qui seraient justement orientés vers ces secteurs. Nous plaidons pour n'imposer le choix du nucléaire à personne, parce que certes, le débat n'est pas écologique, mais que les pays fassent des arbitrages qui soit différent, on peut le respecter, on doit le respecter. Mais que par contre, l'Europe soit véritablement un centre pour développer toutes ces énergies du futur. Moi, tout ce que je vois aujourd'hui, c'est la Chine. La Chine investit massivement dans ces secteurs parce qu'elle a tout à fait conscience que celui qui maîtrisera et le solaire et le stockage de l'énergie, le solaire est une énergie formidable, c'est la dernière qu'on ait en fait découverte, il sera le roi du pétrole demain. Sans jeu de mots, bien évidemment. Et sur ce débat, vraiment, il faut arrêter de dire c'est le nucléaire versus les énergies renouvelables et les énergies du futur. Il faut arrêter ce débat parce qu'on ne regarde pas vers l'avenir, on ne regarde pas vers le développement de nos pays. Notre deuxième conviction, c'est qu'on doit relever ce défi avec l'Afrique. On est les seuls, finalement, en Europe, à ne pas voir qu'à côté de chez nous,
un continent est en train d'exploser, et sur le plan démographique et sur le plan de sa croissance. Et que si nous n'arrivons pas, avant cette conférence à Paris, à avoir un projet de développement Europe-Afrique, nous aurons du mal à amener avec nous les autres pays. Notre troisième conviction, c'est que l'Europe doit profondément réformer son système économique et fiscal. Il n'y aura pas d'innovation écologique si on ne bascule pas la fiscalité qui pèse sur le travail vers une fiscalité qui pèse sur la pollution. Et c'est du greenwashing d'affirmer que la modernisation écologique est possible sans une fiscalité écologique. Donc nous plaidons pour que l'Europe se dote d'un prix du carbone. Notre quatrième conviction est que l'Europe doit doublement réviser ses objectifs. Il faut réviser son objectif en termes de réduction des émissions de gaz à effet de serre. 2030, une ambition de 50% est atteignable. C'était plus difficile à court terme, mais à 2030, c'est atteignable. Et je ne suis pas totalement en phase avec Ronan Dantec. Il y avait d'autres points que je partageais, mais je ne suis pas totalement en phase, même pas du tout d'ailleurs, pour dire que l'objectif de réduction des émissions de gaz à effet de serre doit être un troisième objectif et pas un premier objectif. Ça doit rester le premier objectif. Et deuxième objectif, nous devons prendre en compte non pas la réduction des émissions de gaz à effet de serre, mais l'empreinte carbone. Parce que certes, on dit « Oh, la France, c'est formidable, depuis 1990, nous avons réduit nos émissions de gaz à effet de serre plus que le protocole de Kyoto nous l'imposait. » Sauf que ce qu'on oublie de dire, c'est que c'est en partie, en grande partie lié à la désindustrialisation et que quand on prend en compte l'empreinte carbone, celle-ci, elle, ne cesse de croître. Donc c'est un débat un petit peu hypocrite que de ne pas vouloir poser sur la table cette question de l'empreinte carbone, puisque finalement la planète ne gagne absolument rien à cette désindustrialisation de la France. Donc nous plaidons pour que ces objectifs soient bien en termes d'empreinte carbone, avec un corollaire qui est la mise en place d'une contribution carbone aux frontières de l'Europe sur les produits importés. Enfin, notre cinquième conviction, c'est que entre l'Europe, qui est vraiment l'échelle pertinente, ensuite, ce n'est pas l'État. Ce sont les territoires, ce sont les régions qui sont les plus pertinents pour conduire ces politiques. Donc on est favorable à ce que la politique de l'énergie soit transférée au niveau des régions, qu'elles aient une véritable compétence d'expérimentation. Elles sont les mieux placées pour résoudre ce problème de la précarité énergétique et qu'elles puissent expérimenter de nouveaux modèles, que ce soit des modèles coopératifs ou collaboratifs. Je suis assez convaincue par le système des coopératives énergétiques dans certains secteurs. Voilà rapidement. Je n'ai pas tenu tout mon temps, mais ce n'est pas grave. Voilà rapidement 5 convictions, 5 propositions et vraiment une certitude, c'est que quand on a ce débat important, c'est un beau débat quand même de parler de la question du climat en Europe, une vraie certitude, c'est que le prochain projet européen, après avoir été la CECA, après avoir été l'agriculture, après avoir été le marché commun, devrait être justement ce secteur des énergies du futur et de l'innovation écologique. Je vous remercie. Merci, mes chers collègues. Dans la suite du débat, la parole est à Madame Evelyne Didier pour 9 minutes. Merci, monsieur. Monsieur le Président, Madame la Ministre, mes chers collègues, nous vous remercions, mes chers collègues, d'avoir initié ce débat relatif au climat et à l'énergie en Europe. Nous avons eu déjà des interventions de qualité et on voit bien que ce n'est pas ce débat-là qui va résoudre la question, mais nous avons en tout cas vu un certain nombre de points de vue qui sont intéressants et qui méritent d'être exprimés. Le sujet est large et ce, d'autant plus qu'il nécessite une mise en perspective internationale. En effet, la question du climat ne connaît pas de frontières. Les conséquences dramatiques du réchauffement climatique appellent une réponse globale, solidaire et concertée des États du monde entier. Quel chantier! C'est pourquoi les engagements qui seront pris dans le cadre du sommet de Ban Ki-moon à l'automne prochain pèseront lourd, nous le savons, en particulier au regard des positions prises par des pays jusqu'ici très sceptiques, très en retrait, et dans la perspective de 2015 à Paris. Le 13 avril, le nouveau rapport du GIEC, destiné à promouvoir auprès des États des pistes pour notamment décarboner leur économie, a rappelé encore une fois l'urgence à agir. La croissance des émissions mondiales de gaz à effet de serre n'a jamais été aussi rapide. Les experts du GIEC préconisent de réduire ces émissions de 40% à 70% d'ici à 2050 et de les ramener à un niveau proche de zéro d'ici la fin du siècle. Autrement dit, c'est lourd.
Tous les secteurs de l'économie sont concernés, l'énergie, mais aussi l'agriculture, le bâtiment, les transports, j'en oublie sans doute. Ainsi, les transports par la route ou les airs, qui se sont intensifiés en raison de la multiplication des échanges commerciaux, sont de forts émetteurs de gaz à effet de serre. C'est pourquoi lutter contre le dérèglement climatique nécessite également de reconnaître les coûts écologiques et sociaux de l'économie mondialisée et d'adopter une méthode normative, mais sans doute aussi un travail au niveau local beaucoup plus important. Aujourd'hui, enfin, la nécessité d'agir et de diminuer l'utilisation des énergies fossiles, de réduire les gaz à effet de serre ne fait plus débat. Nul n'ignore aujourd'hui les effets du changement climatique, notamment sur les populations les plus vulnérables, ni les conséquences à venir. Je n'y reviendrai pas, ça a été très bien détaillé. Dans son excellent avis sur l'adaptation au changement climatique, la section environnement du Conseil économique et social et environnemental partage le bilan établi par de nombreux acteurs institutionnels ou de la société civile. Il note ainsi que, je cite, « le réchauffement pourrait, suivant l'importance des émissions de gaz à effet de serre, atteindre dans notre pays environ 1,5 degré en 2050 et entre 2,5 et 3,5 en 2100, mais à condition vraiment de déjà s'y mettre. » Donc, mais en tout cas, c'est un scénario qui est tout à fait probable. Alors, rappelons, les régions montagneuses seront touchées par une diminution de l'enneigement, une quasi-disparition des glaciers, c'est demain, tandis que l'élévation du niveau de la mer aura des conséquences importantes dans certaines régions côtières, particulièrement sensibles à la montée des eaux. On sait déjà, on a les cartes, là où les côtes vont être rognées. Bien. Les régions ultramarines auront également à faire face à ce réchauffement avec des conséquences spécifiques. Risque d'intensification des cyclones tropicaux les plus violents, acidification de l'océan, ça a été dit, qui rendra encore plus fragile la survie d'écosystèmes liés à certains récifs coralliens. Et c'est important. Sans parler de toutes les conséquences sociales qui ont été aussi évoquées, que je ne peux décliner ici. Et je voudrais faire une parenthèse pour rappeler l'initiative de notre collègue Paul Vergès, qui a attiré l'attention, il nous l'a dit ce matin, du président de la Commission du développement durable, et qui va prochainement nous solliciter les uns et les autres dans tous les groupes pour nous proposer une démarche qui vise à faire prendre conscience de l'importance de nos secteurs ultramarins et notamment de la spécificité des îles et de la problématique des îles qui est particulière. Mais je pense que ça vous intéressera tous et j'espère qu'en tout cas tous les bancs soutiendront cette initiative. Après l'échec de nombreux sommets consacrés à la question, parfois en raison du faible champ d'application de l'effet contraignant des objectifs, Kyoto, ça concernait à peu près 15% des émissions mondiales, la conférence de Paris en 2015 ne peut pas être un rendez-vous manqué. Voilà, vous avez donc pu suivre ce débat sur le climat et l'énergie en Europe. Tout de suite, la suite de nos programmes sur Public Sénat.